Jeudi 28 juillet, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de ce journal. Signature d'un mémorandum d'entente entre l'Algérie, le Nigeria et le Niger pour la réalisation d'un méga projet transsaharien gaz pipeline. Rapport dressé par Human Rights Watch, la lumière est mise sur les mesures indirectes et sournoises des autorités marocaines pour réduire les activistes et journalistes indépendants au silence. En République démocratique du Congo, la rue ne décolère pas depuis lundi passé. Les manifestants réclament le départ de la MONUSCO, présente dans le pays depuis 2 décennies. Et l'économie russe, moins pénalisée par rapport à l'européenne. D'après le FMI, les sanctions internationales n'ont pas fléchi la position russe ou marginalisé le président Vladimir Poutine. On en parle dans un instant. Nous le disions à l'instant, donc l'Algérie, le Nigeria et le Niger signent un mémorandum d'entente pour la réalisation d'un méga projet transsaharien gaz pipeline. On va s'intéresser plus en détail à ce projet d'une importance stratégique pour la sécurité des approvisionnements des marchés mondiaux avec Mohamed Wali Ben Chaben. L'Algérie, le Nigeria et le Niger signent un mémorandum d'entente pour la réalisation du projet transsaharien gaz pipeline. Ce gigantesque projet revêt une importance stratégique pour jouer les premiers rôles en matière de sécurité des approvisionnements en gaz des marchés mondiaux. La rencontre d'Alger a été couronnée d'un accord augurant de nouvelles étapes dans la réalisation de cet important projet. Les décisions majeures prises lors des dernières rencontres, il en est sorti une commission technique ainsi qu'une autre de contrôle de haut niveau afin de mettre les touches finales pour l'étude et la réalisation du projet dans tous ses aspects. La réunion d'aujourd'hui est complémentaire aux 2 précédentes. Nous avons décidé de mettre en place un mémorandum d'entente que nous avons signé afin de poursuivre tous les programmes décidés pour la concrétisation de ce projet. Le round d'Alger se veut l'opportunité de capitaliser les résultats des efforts consentis à tous les niveaux pour la concrétisation de ce projet. Les travaux déjà menés par les experts des 3 pays commencent d'ores et déjà à porter leurs fruits. La rencontre d'aujourd'hui vise à poursuivre l'engagement qui lie le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Nous œuvrons ensemble afin de concrétiser le projet transsaharien Gaz Pipeline, à travers lequel nous escomptons d'assurer la sécurité énergétique dans le continent africain. La signature d'un tel accord consacre la volonté des 3 parties à avancer dans la concrétisation de ce projet. Nous sommes très optimistes sur l'état d'avancement du projet. La task force a été mise en place et elle veillera à rapidement évoluer vers la revue de l'étude de faisabilité. La réalisation du projet TSGP s'inscrit dans le cadre des politiques énergétiques des 3 pays signataires du mémorandum d'entente tant au niveau national qu'international. Et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman est attendu ce soir au palais de l'Élysée en France pour un dîner de travail avec le président français Emmanuel Macron. Cette rencontre intervient après la visite du prince saoudien en Grèce mardi, qui a été couronnée par la signature de plusieurs accords. Le point avec Sofiane Baroudi. La tournée européenne du prince héritier du trône d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman survient dans une conjoncture de haute tension, marquée par un stress énergétique sans précédent sur le vieux continent. Le jeune dirigeant arabe, accompagné par une délégation de haut niveau, constituée de ministres et d'hommes d'affaires, a débuté sa tournée par une visite en Grèce, où il s'est entretenu avec le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Des accords importants ont été signés entre les 2 parties, dans plusieurs secteurs, principalement les transports maritimes, l'énergie, les technologies de défense, la gestion des déchets, ainsi que la culture. Riyad s'impose plus que jamais comme acteur géopolitique incontournable, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi sur le vieux continent. L'ambition affichée par le Royaume est d'optimiser le partenariat économique eurasiatique.
La dernière visite du président américain Joe Biden a fini par confirmer le rôle pivot que joue l'Arabie saoudite sur le nouvel échiquier international en profonde reconfiguration. À ce propos, la tournée européenne de Mohammed Ben Salman se poursuit à Paris, où un dîner de travail l'unira au président français Emmanuel Macron, avec au menu l'approfondissement de la coopération sur plusieurs volets, dont bien sûr le secteur de l'énergie, au cœur des préoccupations européennes du moment. Les deux hommes d'État s'étaient déjà rencontrés l'année dernière à Jeddah pour tenter de trouver des solutions à la crise dans laquelle s'enlise le Liban. À ce propos, la perspective d'un renouveau arabe se fait fortement sentir. Le prochain sommet arabe d'Alger, prévu en novembre, devra sceller les horizons d'une renaissance, d'une union arabe d'envergure. Pour rappel, le bloc arabe est très influent au sein de l'OPEP+, qui tiendra une réunion capitale au début du mois prochain. Dans ce siège, le chef de la diplomatie algérienne a bouclé une tournée qu'il a conduite en Irak et en Syrie, consacrant les efforts de l'Algérie pour la réconciliation et la réunification du pôle arabe, dans un monde en profond bouleversement. L'objectif de la poursuite des efforts du groupe de contact arabe pour tenter de trouver une solution au conflit en Ukraine est également au cœur de l'action diplomatique menée par Alger, ainsi que celui de la défense des droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien face aux exactions récurrentes des forces d'occupation. On va parler énergie avec le groupe français Total Énergie qui a plus que doublé son bénéfice net au deuxième trimestre à 5 milliards 700 millions de dollars. Annonce faite ce jeudi, la flambée sur les marchés profite à l'ensemble du secteur pétrolier et gazier dans le monde. Shell a également dévoilé un bénéfice net multiplié par 5 au deuxième trimestre à 18 milliards de dollars. Et puis ce rapport dressé par Human Rights Watch, les autorités marocaines emploient des mesures indirectes et sournoises pour réduire les activistes et journalistes indépendants au silence. Derrière les tentatives du Maroc à préserver une image de pays modéré, la répression bat son plein dans un royaume au bord de l'implosion. Mohamed Amin Aberkan. Ce n'est pas la première fois que le Maroc est épinglé par Human Rights Watch. Dans son nouveau rapport de 143 pages, intitulé « D'une manière ou d'une autre, il te rend », Human Rights Watch documente une série de techniques qui, lorsqu'elles sont employées en combinaison, forment un écosystème de répression visant non seulement à museler les voix critiques, mais aussi à effrayer tous les détracteurs potentiels de l'État. قبل المعارضين كانوا كيتعرضوا لمحاكمات سياسيه واضحه في المغرب وهذا الشيء كيجعل منهم ابطال وكيجعل الراي العام يساندهم اما الان كيتهموهم بالاغتصاب بالسرقه بالخيانه وهذا الشيء يعني اكثر فعاليه بحيث كيتعزلوا على الراي العام. Des techniques très connues du Marzen, des procès inéquitables soldés par de longues peines de prison, des campagnes de harcèlement et de diffamation dans des médias alignés sur l'État et le ciblage de membres des familles des opposants. لي جوج ديال الكاميرات في الكليماتيزور في الدار مع واحد وسجلوني في علاقات حميميه مع خطيبتي وشدوا تسجيلات ووزعوها على الاهل خصوصا ديالها. كانت مختبرات تقنيه خبرتني بان التليفون ديالي تعرض للهجوم ديال على طريق بيغاسوس اللوجيسيال ديال التجسس اللي كيسمح بالوصول الايميل التصاور التسجيلات المكالمات لاي شيء يعني انهم كانوا عبروا كيتمكنوا انهم يطلعوا على كل حياتي الشخصيه. Dans son rapport, Human Rights Watch a documenté la répression multiforme de 8 personnes et 2 institutions médiatiques impliquant 12 personnes et le ciblage de multiples individus, parmi eux plusieurs journalistes. في السجن الاحتياطي بدون تبرير لمدة سنة وما تعطاهش الملف ديالو فعمر ما كانش كيعرف شنو هي التهم ديالو فكيفاش يمكن له يدافع على راسو هو ما عارفش شنو هي التهم اللي عنده. وملي بدات المحاكمة ديال عمر المحكمة رفضات الاستماع إلى الشهود اللي هما في صالح عمر وفي نهاية المطاف وبعد عدة جلسات المحكمة كتقرر الحكم على عمر ب6 سنوات. Pour les opposants connus de tous, les autorités marocaines ont développé une approche différente, les poursuivant pour des crimes sans rapport avec leur position politique, hommes comme femmes, tout le monde est une proie facile pour le Marzen. توصل الزوج ديالي بصور فيها انا والمحامي ديالي وبنتي من داخل الغرفه ديالي بفندق
مصحوبه برساله نصيه كتقول انني كنخون الزوج ديالي مع المحامي ديالي. وانا مره اخرى غادا في كازا كيتلقاو ليا واحد جوج الناس كيهدوني كيقولوا لي بنتك الله يرحمها وقالوا الاسم ديالها، بنتي العمر ديالها 6 سنوات. اتصلت انا بالدار الحمد لله لقيتها مزيان، كنت في واحد الحاله يرثى لها. Depuis que le roi Mohamed VI est monté sur le trône du Maroc en 1999, Human Rights Watch a documenté des dizaines de condamnations de journalistes et d'activistes pour des accusations liées à leur position politique. De tels procès continuent à être intentés à ce jour et ne risquent pas de cesser en présence d'un Marzen prêt à tout pour sauver sa peau et celle de son roi. Et l'approfondissement de la coopération entre le Royaume du Maroc et l'entité sioniste se poursuit. La multiplication des visites de ministres et de hauts dignitaires sionistes se multiplie et Rabat continue dans la perspective d'une alliance coloniale avec Tel Aviv. Le ministre de la coopération régionale sioniste a annoncé que le ministre des Affaires étrangères marocain allait effectuer une visite en septembre pour ouvrir une ambassade en Palestine occupée. En Algérie, le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra a reçu aujourd'hui au ministère Bankole Adoye, commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. Il effectue une tournée dans la région couvrant 2 États membres fondateurs de l'Union africaine, que sont l'Algérie et la République arabe sahraoui démocratique. Ramtan Lamamra et Bankole Adoye ont passé en revue les situations de crise et conflits en Afrique et les perspectives de leur règlement conformément aux principes des résolutions africaines, aux problèmes de l'Afrique. Les 2 parties ont particulièrement examiné les crises politiques et sécuritaires en Libye, au Mali et dans la région sahélo-saharienne en général, ainsi que le parachèvement de la décolonisation du Sahara occidental et la relance des négociations directes entre le Royaume du Maroc et la République arabe sahraoui démocratique. Algeria has been an inspiration. L'Algérie était une source d'inspiration dans le continent pour la libération des populations africaines et sa contribution contre les inégalités et les conflits. Et je pense que ça, c'est très important. Je salue le rôle de l'Algérie en Afrique du Sud avec l'ancien président Nelson Mandela. Nous avons traité plusieurs questions concernant la paix, la sécurité, la stabilité ainsi que la démocratie dans le continent. Et on salue les conclusions de la réunion spéciale à Malabo concernant le terrorisme et les changements gouvernementaux. Et en parlant de sécurité sur le continent, en République démocratique du Congo, à l'est du pays, 3e journée consécutive de manifestations contre la délégation onusienne MONUSCO. Les forces de maintien de la paix sont accusées de ne pas faire assez pour protéger les civils, notamment dans certaines régions où la violence ne cesse de s'accroître. Amin Touda. Colère et indignation. La rue congolaise est en ébullition depuis plusieurs jours contre la mission onusienne MONUSCO, jugée inefficace pour rétablir l'ordre et la protection des civils, principalement à l'est du pays. Une situation qui tourne à l'affrontement depuis lundi passé dans plusieurs quartiers, où des magasins ont été saccagés et des stations-service fermées à cause des émeutes. Avant cette journée, des centaines de protestataires avaient cerné le quartier général de la MONUSCO à Goma et sa base logistique en exigeant le départ des casques bleus de la République démocratique du Congo. Ce qui se passe, c'est que la population est fatiguée avec la présence de la MONUSCO qui ne fait absolument rien pour elle. Voilà ce qui se passe. La population est très fâchée. Fâchée contre la MONUSCO qui est dans le pays depuis maintenant 22 ans, je crois. 22 ans et il n'y a pas de suite favorable. Selon plusieurs sources, il y aurait une quinzaine de personnes tuées et des dizaines de blessés déplorés ces dernières 48 heures dans l'est de la RDC. Présente en République démocratique du Congo depuis 1999, la mission onusienne MONUSCO est chargée de la stabilisation du pays. Depuis 2010, l'institution compte plus de 14 000 soldats de maintien de la paix. Et c'est pour la première fois depuis plus de 2 décennies de présence que la mission fait face à autant d'opposition populaire.
Et au Mali, au moins 15 soldats et 3 civils sont tués dans 3 attaques coordonnées et attribuées à des terroristes dans le centre et l'ouest du pays. Ces 3 attaques ont eu lieu à Kaloumba, près de la frontière mauritanienne, à Sokolo, dans le centre, où 25 blessés ont été recensés, et à Moupti, toujours au centre du pays. L'armée malienne affirme avoir mis en déroute les assaillants. Au Sénégal, quelques jours avant les législatives, les citoyens réagissent. Dimanche, 7 millions de Sénégalais seront attendus aux urnes pour élire leurs députés. L'opposition veut mettre à profit ce scrutin pour imposer une cohabitation au président Macky Sall. Ce scrutin est d'une grande importance avant la présidentielle de février 2024. On écoute. Oui, en tant que citoyens sénégalais, ce que nous attendons, c'est une assemblée de rupture, une assemblée nationale qui joue pleinement son rôle de contrôle du gouvernement. C'est aujourd'hui ce qui nous manque dans ce pays, dans ce Sénégal-là, c'est une assemblée nationale qui joue pleinement son rôle de contrôle du gouvernement. Dans ce débat politique, nous avons fait des réformes constitutionnelles. Nous avons des débats qui doivent trancher à l'heure actuelle, qui doivent passer. La question des mandats, nous devons dire ce clair. Députés yi war nañu aborder ay questions à l'Assemblée nationale ñu wax ci lu leer lu mel ne violence bi ñuy gis ci élection politique rek waral ko loolu war nañ ko fi jëlee mu jeex indépendance de la population nga xam ne demande de marche bu amatee autorisation day am sans pour autant ñuy daal wala ñuy yàq. Deuxièmement ñu wax aussi d'une manière très claire ci wàllu pétrole ak gaz bi. liñ dul laam-laamee mooy déjà moom dàq na képp ku mu waroon a jongante lañ koy xaw ma. Donc su fekkee moo leen fa ëpp doole 3e mandat bi day daal taxaw loolu moom nit ñi dofuñu xam nañu. Autre élection, cette fois présidentielle au Kenya. Ils sont 22 100 000 électeurs à être appelés aux urnes pour le 9 août prochain. Un peu moins de 40% d'entre eux sont des jeunes. La commission électorale du Kenya indique que le nombre de jeunes électeurs inscrits a baissé de 5% comparé à 2017. À l'inverse, des plus de 35 ans, 2 candidats sont favoris dans la course à la présidence. Le vice-président actuel, William Ruto, et Raila Odinga, vétéran de l'opposition soutenu depuis 2018 par le chef de l'État sortant et son parti. Il y a une forte apathie chez les électeurs, en particulier chez les jeunes, et c'est une préoccupation valable pour les responsables politiques, pour le gouvernement, pour les politiciens et finalement pour tout le monde, parce qu'en fin de compte, cela a une incidence sur la participation électorale, sur l'obligation des citoyens à l'égard du processus politique, car c'est par le vote que les Wananchi font entendre leur voix. Et puis en Irak, la vie continue sur la place Tahrir à Bagdad. Un jour après que des centaines de partisans de Moqtada Sadr ont pris d'assaut le Parlement irakien dans la zone verte de haute sécurité de la capitale. Ils ont protesté contre la nomination d'un bloc rival au poste de Premier ministre. 10 mois après les législatives d'octobre 2021, le pays se trouve dans une impasse. Et puis en Syrie, dans le nord-est du pays, près de la frontière avec la Turquie, des véhicules militaires circulent dans les villages lors d'une patrouille conjointe russo-turque. Une patrouille dans la campagne orientale de la ville de Darbassia qui gêne les habitants. Nous ne voulons pas que leurs patrouilles traversent nos villages et nous ne voulons pas que nos gens aient peur. Chaque fois qu'ils passent, les gens ont peur et les menaces turques terrifient les habitants. Nous ne savons plus rien. La situation est effrayante. La peur est réelle. Les gens ont peur pour eux-mêmes, pour leurs intérêts, leur culture, leur saison et leurs propriétés. En Iran, démantèlement d'un nouveau réseau lié au service des renseignements sionistes. 5 personnes ont été arrêtées. Il s'agit de membres d'un réseau affilié au Mossad, d'après un communiqué du service de renseignement de la police iranienne. Ce communiqué qui précise que les membres de ce réseau avaient contacté un intermédiaire du service des renseignements sionistes avec l'encouragement du chef d'un groupe séparatiste sans l'identifier.
En Iran, toujours, au moins 5 personnes sont décédées et 9 autres blessées dans des inondations et un glissement de terrain près de Téhéran. 10 équipes de sauveteurs du Croissant Rouge tentent de retrouver des personnes disparues. Hier soir, de fortes pluies se sont abattues dans la région. Des crues soudaines et un glissement de terrain dans la partie nord-ouest de Téhéran ont causé d'importants dégâts à Imazadeh Davoud, un sanctuaire religieux. Et au Yémen, 81 personnes ont été tuées et 331 autres blessées dans des attaques Houthis depuis le début de la trêve négociée par l'ONU. Le ministre yéménite des Affaires étrangères a confirmé l'engagement pris par son gouvernement de respecter toutes les dispositions de la trêve, accusant les Houthis de transgresser les règles de l'accord de trêve en poursuivant leurs attaques dans diverses régions. La trêve au Yémen, entrée en vigueur le 2 avril pour une durée de 2 mois et renouvelée pour 2 mois supplémentaires le 2 juin, doit expirer le 2 août. Et puis l'économie russe, moins pénalisée que prévu, contrairement à l'européenne. D'après un tout dernier rapport du FMI, les sanctions internationales n'ont pas fléchi la position russe ou marginalisé le président russe Vladimir Poutine. Et bien au contraire, en s'appuyant sur un marché intérieur qui n'a pas encore montré tout son potentiel, le bras de fer entre la Russie et l'Occident n'a pas fini de faire parler de lui, mais apparemment au détriment de ce dernier. Karim Bouaziz. Le judo, sport consistant à faire retourner les attaques d'un adversaire pour le déséquilibrer. Métaphore qui résume bien à elle seule la portée des sanctions européennes à l'endroit de la Russie après le début du conflit ukrainien. Portée qui semble se retourner contre ses auteurs. C'est en tout cas ce qui ressort d'un dernier rapport du FMI. Alors qu'en début d'année, l'institution tablait sur un recul du PIB russe de 8%. Réévalué, celui-ci ne serait plus qu'à 6%. La raison en est que tout d'abord, les exportations d'énergie russe et de produits connexes se maintiennent malgré les sanctions internationales. Relativisant les choses, on prétend que l'effet des sanctions ne serait attendu que l'an prochain. Or, même concernant cette lecture pour la future année, une récession se redéfinirait à la baisse pour se limiter qu'à seulement 3,5% au lieu des 5 initiaux. L'économie russe donc résiste, d'après les chiffres, c'est un fait. On ne pourrait pas dire autant du bloc européen. La guerre en Ukraine, additionnée à un marché russe désormais étroit, perturbe fortement les économies de la zone euro. Que cela soit l'Allemagne, la France ou l'Espagne, une croissance assurément en berne pour les futurs mois. Des exportations russes réduites notamment en pétrole brut et en gaz qui grignotent nettement une production européenne pour l'année 2022 et 2023. Cela contraint déjà des pays européens comme l'Allemagne à la mise en place de ratios d'énergie pour préparer la future saison froide. Et qui dit ratio d'énergie devine que le secteur industriel sera fortement entamé. Des chiffres qui obstruent le ciel même des plus optimistes européens sur l'efficacité des sanctions contre le Kremlin. Alors que le Royaume-Uni a annoncé avant-hier avoir ciblé une nouvelle série de sanctions économiques à l'endroit de plusieurs figures politiques et autres hommes d'affaires russes. On retiendra par exemple celle qui touche au ministre de la Justice, Konstantin Tchouetchenko. La raison, la répression de la liberté d'expression dans son pays. Une liberté d'expression ambivalente et ce à quelques jours de la signature du gouvernement britannique du décret de rapatriement du journaliste Julian Assange, fondateur de Wikileaks, vers les États-Unis, accusé d'avoir fuité des documents dits sensibles. La peine encourue en est la perpétuité. Et dans le conflit en Ukraine, cette annonce du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, il prévoit de s'entretenir prochainement avec son homologue russe Sergei Lavrov, une première depuis le 24 février dernier. Neila Hamouda. Pour la première fois depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, le dialogue pourrait reprendre entre Washington et Moscou, avec comme clause principale la question des détenus américains en Russie. Dans les prochains jours, je prévois de parler avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, pour la première fois depuis que la guerre a commencé. Je prévois d'aborder un sujet qui est une priorité pour nous, la libération des Américains Paul Whelan et Brittney Griner, qui sont injustement détenus et doivent retourner chez eux. Le chef de la diplomatie américaine a également révélé que Washington a proposé une offre conséquente à Moscou afin d'obtenir la libération de 2 ressortissants américains espionnés en Russie, Paul Whelan et Brittney Griner.
Nous avons proposé une offre conséquente sur la table des négociations il y a plusieurs semaines afin de faciliter la libération des prisonniers américains. Nos gouvernements ont échangé plusieurs fois et directement de cette offre. Paul Whelan, ancien soldat américain, a été condamné en 2020. Il purge une peine de 16 ans de prison en Russie pour espionnage. Sa compatriote, la basketteuse Brittney Griner, actuellement jugée après avoir été arrêtée en février dernier en possession de cannabis en arrivant à Moscou. Elle risque 10 ans de prison pour possession de substances illicites. Selon plusieurs médias américains, la monnaie d'échange pourrait être Victor Bout, un trafiquant d'armes russe condamné à 25 ans de prison aux États-Unis. Pour l'heure, aucune date de l'entretien téléphonique de Blinken avec Lavrov n'a été communiquée, mais les deux hommes pourraient être amenés à se croiser au Cambodge la semaine prochaine. Une nouvelle question épineuse entre le Kremlin et la Maison-Blanche s'ajoute au contexte du conflit russo-ukrainien qui vient d'entamer son 6e mois sans pour autant voir le bout du tunnel. Entretien téléphonique cet après-midi entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden. Plus de 2 heures d'échange, marquées notamment par les tensions autour de Taïwan et des différends commerciaux entre les deux pays. Pékin avait réagi également à la visite potentielle de Nancy Pelosi à Taïwan, présidente de la Chambre des représentants américains. Pékin avait averti que Washington devra assumer toutes les conséquences de cette visite potentielle que Pelosi n'a pas encore confirmée. Il s'agit du 5e sommet virtuel entre les deux responsables. Un mot de sport à présent. La nouvelle a été annoncée ce jeudi. Le quadruple champion du monde, Sébastien Vettel, prendra sa retraite de la Formule 1 à la fin de la saison. L'Allemand, âgé de 35 ans, avait fait ses débuts lors du Grand Prix des États-Unis en 2007. Vettel est 3e sur la liste des vainqueurs de tous les temps du Grand Prix avec 53 victoires. Il compte 57 poles, 122 podiums et sa dernière course à Abu Dhabi sera sa 300e participation. On va parler culture, direction l'Algérie pour parler de l'ouverture du 42e Festival culturel international de Timgad à Betna après 2 ans d'absence pour cause de pandémie de la Covid-19. Les soirées du Festival culturel international de Timgad débuteront donc ce soir après une cérémonie d'ouverture hier au théâtre de plein air mitoyen au site de la cité archéologique. Cette 42e édition du festival est prévue jusqu'au 31 juillet. On écoute Youssef Ben Khatesh, commissaire de ce festival. Notre stratégie a été élaborée en 2018 lors de notre adoption à ce festival international de Timgad. La philosophie de ce festival est d'établir un équilibre entre l'art du spectacle, le théâtre, la musique, le ballet et même les beaux-arts pour que ce festival reflète vraiment notre réflexion. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo. Retrouvez Leïla Cartal demain à 18h. Quant à moi, ce sera à 19h pour le journal télévisé. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.